j'ai démarré au début des années 80, et donc jusqu'à ce jour. Et donc, bien sûr, je n'ai pas vécu les premiers pas de l'industrie ivoirienne qui ont démarré plutôt à la fin des années 60 et début des années 70. Mais je pense être un bon observateur de cette vie industrielle de la Côte d'Ivoire. Alors cette phase que vous avez observée un peu de loin, vous l'avez trouvée comment? L'industrialisation de la Côte d'Ivoire s'est faite, je dirais, selon plusieurs objectifs et dans plusieurs étapes jusqu'à ce jour. Et donc avec des résultats globalement satisfaisants, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a eu dans ce parcours peut-être des points qui n'ont pas permis d'atteindre le résultat optimum. Alors commençons déjà par les éléments qui ont marqué votre attention et puis on va revenir aux insuffisances. Alors, comme vous savez, les premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été marquées par une politique économique axée sur, d'une part, le renforcement du secteur agricole. La Côte d'Ivoire a bâti un secteur agricole extrêmement robuste. Les chiffres ou les indicateurs ne sont plus à rappeler, mais on peut avoir en idée la position de la Côte d'Ivoire sur le cacao au niveau mondial, la position de la Côte d'Ivoire sur le café pendant toute une période où la Côte d'Ivoire était troisième producteur mondial de café. Ensuite, les nouvelles spéculations agricoles qui ont été impulsées avec l'indépendance, le secteur palmier à huile, le secteur EVA, le secteur des fruits, des ananas et bananes, toutes ces filières agricoles sur lesquelles la Côte d'Ivoire a obtenu des performances extrêmement importantes qui en ont fait un opérateur de référence au niveau mondial. Et ce développement économique de la Côte d'Ivoire du début des années 60 et 70 était accompagné par une volonté d'industrialisation, une politique d'industrialisation du pays, une politique essentiellement orientée vers l'industrie, je dirais, de substitution des produits importés. Donc nous avons bâti un tissu industriel diversifié où, en Côte d'Ivoire, nous avons commencé à produire de nombreux biens de consommation. Cette politique industrielle était essentiellement le fait d'investisseurs étrangers sous forme de multinationales ou sous forme d'entrepreneurs privés. Et cette politique industrielle était soutenue par un certain nombre de leviers qui avaient été mis en place par l'État. D'abord, un cadre fiscal relativement incitatif pour l'époque, notamment avec l'outil d'un code des investissements qui avait été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Également, un certain nombre de leviers financiers qui devaient accompagner ce développement industriel. On se rappelle de la BIDI, la Banque ivoirienne pour le développement industriel. On se rappelle de la SONAFI, la Société nationale de financement, qui devait accompagner les participations industrielles. On se rappelle d'un certain nombre d'outils comme le Crédit de la Côte d'Ivoire, Crédit de Côte d'Ivoire, etc., qui étaient les premiers outils financiers. Donc, cette politique industrielle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un tissu d'entreprises diversifié qui en a fait le pays le plus industrialisé de la sous-région, de la zone UEMOA jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, à cette époque-là, la population de la Côte d'Ivoire
n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les insuffisances qu'on a eues à ce niveau de cette politique d'industrialisation, c'était que d'une part, cette politique-là n'avait pas pris suffisamment en compte les facteurs de compétitivité de cette industrie. Donc on avait une industrie qui produisait, mais les facteurs de compétitivité de cette industrie n'étaient pas pris suffisamment en compte pour s'assurer que cette industrie-là pouvait se pérenniser dans un environnement concurrentiel. Les facteurs de production dans le secteur industriel sont connus. Ça part de l'énergie à la main-d'œuvre, en passant par le coût financier, etc. Et également le cadre fiscal général. Donc ces industries permettaient de créer des produits, des biens qui pouvaient s'écouler sur le marché ivoirien, mais qui n'avaient pas une compétitivité suffisante pour être une industrie très conquérante à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale. Donc ça a permis, comme j'indiquais tout à l'heure, d'avoir un tissu industriel varié, mais qui n'était pas suffisamment robuste pour affronter le nouveau monde, peut-être qui n'avait pas été entrevu à cette époque-là, ce nouveau monde qui est un monde de globalisation, de mondialisation. Donc aujourd'hui, effectivement, nous devons tenir compte de cela et adapter la politique industrielle de la Côte d'Ivoire en conséquence. Aujourd'hui, vous prenez l'outil et avec ces insuffisances, comment voulez-vous réconcilier cette insuffisance et positionner de façon robuste l'industrialisation de la Côte d'Ivoire? Alors, la première chose, c'est que déjà, nous considérons que le retour à une politique de planification avec l'élaboration de plans stratégiques, de plans quinquennaux au niveau du gouvernement, a permis à toutes les parties prenantes, État, secteur privé, de s'asseoir et de faire cette analyse-là, que je viens de résumer brièvement, et de se projeter de manière plus cohérente. Donc, le plan de développement de la Côte d'Ivoire, qui court actuellement, le PND 2016-2020, ce plan-là a pris des options d'industrialisation qui sont plus claires et si elles sont menées à bien, peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de se projeter dans une industrialisation, je dirais, compétitive. Et permettez-nous de partager cette vision assez claire dont vous parlez. L'axe du plan stratégique, c'est d'orienter principalement, pas uniquement, principalement, d'orienter principalement l'industrialisation de la Côte d'Ivoire vers la transformation des produits agricoles sur lesquels la Côte d'Ivoire a, je dirais, des capacités de production et de productivité évidentes. Donc, c'est d'asseoir cette politique industrielle sur un point de compétitivité que nous avons au départ. Nous avons la matière première agricole, cacao, café, EVA, anacarde, etc. Donc notre politique d'industrialisation retenue dans ce plan vise à privilégier la transformation de ces matières premières agricoles. À partir du moment où nous avons la matière première agricole chez nous, si nous sommes en mesure de la transformer au plan technologique et en veillant à ne pas dégrader notre avantage concurrentiel de départ par des coûts industriels inadaptés, nous obtenons une compétitivité au niveau mondial. Alors, ce coût industriel inadapté, c'est quoi? Deux éléments. Ce coût industriel inadapté, c'est veiller
à maintenir les facteurs de production dont on a parlé tout à l'heure, énergie, salaire, logistique, de les maintenir dans des niveaux compatibles avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, si nous réussissons cela, nous avons une industrie qui va produire des biens industriels, des produits alimentaires ou agroalimentaires, qui auront une compétitivité qui peut les amener au bout du monde, qui peut les amener sur le marché américain, sur le marché asiatique, européen. Parce que nous avons déjà l'avantage concurrentiel de départ de la matière première. Donc, voilà l'orientation majeure du plan national de développement. Cette industrialisation va accélérer l'émergence d'une classe moyenne. Et c'est cette classe moyenne qui va venir également créer des débouchés pour les autres industries, d'autres biens de consommation, pour satisfaire en ce moment-là les besoins du marché intérieur. Donc, cette politique industrielle a cette cohérence-là, c'est d'avoir un fer de lance sur lequel nous pouvons nous projeter dans la compétition mondiale avec un avantage concurrentiel dès le départ qui est la maîtrise des matières premières que nous avons. Une autre composante, les hommes. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que notre niveau, notre formation, la Banque mondiale a récemment jeté un regard sur la qualité de notre formation, elle n'était pas aussi intéressante que cela. Vous qui êtes industriel, qui employez cette main-d'œuvre, vous qui avez besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour être beaucoup plus compétitif, vous dites quoi? Le niveau des hommes, les compétences des hommes a fait une des forces de la Côte d'Ivoire il y a une certaine époque. Aujourd'hui, ça devient, si nous nous prenons garde, un élément de faiblesse de la Côte d'Ivoire. Oui, il nous faut rebâtir un tissu de formation professionnelle et technique capable d'apporter à cette politique industrielle-là, d'apporter à cette vision industrielle les compétences en technicien, en agent de maîtrise, en ouvrier spécialisé qu'il faut. C'est cela l'industrie. Donc nous avons un problème de ressources humaines qui n'est pas un problème de top management. Ce n'est pas au niveau des cadres supérieurs. Là-dessus, il y a des compétences. Mais c'est au niveau des personnes qui font tourner l'industrie, qui sont les ouvriers spécialisés, les agents de maîtrise et autres. Et donc, la remise à niveau de cette classe de personnes passe nécessairement par donc, le tissu de formation technique et professionnelle. Retrouver l'enseignement technique et professionnel de la Côte d'Ivoire des années 80. Ces nombreux BTS qui sont formés aujourd'hui, vous êtes en train de me dire qu'ils ne vous servent à rien. D'abord, quand vous prenez la panoplie des BTS qui existent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, bon, je ne l'ai pas fait de manière exhaustive, mais je peux vous dire, vous pouvez faire l'exemple. À 80%, plus de 80%, nous sommes dans des BTS de service, qui ne sont pas des BTS techniques industriels. Oui, nous avons besoin de retrouver les lycées professionnels qui forment des ouvriers, qui apprennent à travailler sur des machines-outils industriels. C'est de cela que nous avons besoin. Nous, au niveau de l'industrie, pour accompagner ce développement industriel. Parce que le manque de compétences techniques des ouvriers en industrie peut devenir un facteur de perte de compétitivité. Et je pense que cette ambition industrielle de la Côte d'Ivoire qui veut porter la contribution de l'industrie à plus de 30% du PIB est une vision extrêmement noble. C'est une vision nécessaire pour la construction d'un État émergent. Mais elle a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre compétente. Elle a besoin de personnel d'encadrement donc qui soit à niveau. La ZLECA qui arrive, est-ce que vous avez des inquiétudes ou bien vous avez besoin d'un accompagnement spécial? La ZLECA est une grande opportunité pour l'ensemble de l'Afrique parce que cette zone va nous projeter dans une zone commerciale et économique de plus d'1,2 milliard d'habitants. Donc un marché
potentiel de 1,2 milliard d'habitants. Mais ça peut être aussi un Voilà, projet pour nous. c'est une opportunité, mais justement, en économie, et j'allais dire en entreprise, dans toute analyse, on nous rend compte qu'en face d'une opportunité, il y a toujours des menaces. Et ce qui fait les entreprises performantes, ce qui fait les États qui arrivent à se démarquer, c'est ceux qui savent transformer ces menaces-là, de sorte à consolider leurs opportunités. Oui, c'est un marché énorme qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir rayonner au-delà de l'UEMOA, au-delà de la CEDEAO, sur tout l'ensemble. Mais en même temps, qui permettra aux autres pays africains de pouvoir rayonner également sur la Côte d'Ivoire. Il appartient donc à chaque État, il appartient à chaque secteur privé national de se mettre à niveau, son secteur industriel et productif pour aborder cette ZLECA dans une décennie avec les meilleurs atouts possibles. Oui, ceux qui seront bien préparés auront en face d'eux un marché phénoménal qui sera susceptible de transformer les industries africaines en des géants mondiaux. Premièrement, la compétitivité. Donc, travailler les facteurs de compétitivité. C'est une démarche permanente pour bâtir une industrie. Travailler les facteurs de compétitivité. On y revient, les facteurs humains, des ressources humaines compétitives, ayant le meilleur rapport qualité-prix des ressources humaines compétitives. Des infrastructures adaptées pour pouvoir mener cette industrie de façon efficace. De l'énergie disponible et à bon prix pour soutenir cette industrie. Un tissu financier capable d'accompagner cette industrie par des prêts appropriés dans la durée et dans le coût. Voilà, c'est tout cela qui permet de bâtir une industrie compétitive. Donc la ZLECA est une opportunité immense, mais nous devons nous retrousser les manches dès à présent, nous mettre au travail, avoir une stratégie claire, identifier les segments sur lesquels nous serons en mesure de nous positionner, parce qu'on ne pourra pas, dans une zone de libre-échange de cette dimension-là, on ne pourra pas être bon sur tous les produits. Mais identifier les secteurs sur lesquels nous comptons nous jouer un rôle au niveau continental et donc travailler à la mise à niveau de ces secteurs-là. Autrement dit, on doit arrêter de croire qu'on est toujours bon et qu'à un moment donné, on peut être dépassé. Donc, se préparer en conséquence. Absolument. Vous savez, nous sommes des hommes d'entreprise. Et nous, il y a certainement peut-être une analogie qui peut exister entre les entreprises et les États. En entreprise, nous savons que le progrès, c'est la théorie du cerceau. La démarche est permanente. Quand vous commencez à croire que vous êtes bon, que tout est acquis, c'est, j'allais dire, le début de la fin de l'entreprise. Vous devez être dans une remise en cause permanente et donc nous pensons que cette démarche-là doit s'appliquer au niveau de l'État et nous avons des cadres de concertation avec l'État qui nous permettent d'échanger. Nous souhaitons que ces échanges-là se fassent sur les questions de fond et que nous puissions apporter, nous, secteurs privés, notre contribution à l'élaboration de politiques adaptées qui permettront à notre pays, qui a tous les atouts pour être un acteur déterminant dans l'Afrique de demain,